Et bien le bonjour et bienvenue dans un nouveau podcast où on va parler des allergies, de la naturopathie. Et en fait, comme nous sommes arrivés au printemps, il y a quelques jours normalement, le jour où je vous poste ce podcast, eh bien je me suis dit qu'on allait pouvoir parler d'allergies, du printemps, de tout ce qui se passe aussi au niveau de la nature. Et ce pourquoi j'affectionne tout particulièrement cette saison, étant née moi-même au printemps, je suis du début avril. J'ai un amour tout particulier pour cette saison, surtout que j'aime beaucoup voir la nature se réveiller, renaître petit à petit, après s'être vraiment mis en pause, s'être éteinte et préservée durant l'hiver. Je trouve ça toujours fascinant en fait, chaque année depuis ma plus tendre enfance, je suis toujours subjuguée par ça, de voir et revoir encore et encore la nature renaître après des températures très rudes, des conditions extrêmes, ou même où certaines plantes, même les brins d'herbe en fait, ne poussent plus quand il fait très froid. Et le printemps arrivant, vers la fin du mois de mars, on voit toujours renaître au fur et à mesure des petits bourgeons, voir des fleurs arriver, l'herbe devenir de nouveau verte. Et voilà, j'avoue que j'ai toujours été subjuguée par ça, de voir que la nature peut s'éteindre et renaître. Et je trouve que c'est assez intéressant, même pour nous, êtres humains, des fois, de pouvoir se dire qu'il faut passer par des périodes rudes, des périodes de calme, des périodes où on va s'éteindre, où on va vraiment être limite en pause, mais pour pouvoir mieux renaître d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. Je pense qu'on a énormément de choses à apprendre de par la nature. Donc faites de même. Apprenez à vous mettre en pause pour pouvoir mieux renaître et mieux refleurir et éclore d'ici quelques semaines, quelques mois. Chaque période dure n'est qu'éphémère. Je trouve que c'est plutôt sympa de se caler sur les saisons. Et si la nature le fait, pourquoi nous, on ne le ferait pas en fait? Et donc du coup, le printemps arrivant, vers la fin du mois de mars, tout ce qui va être plantes, arbres, vont se remettre gentiment à refleurir, bourgeonner. Et comme je vous disais, l'herbe va paraître d'un joli vert éclatant. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il se passe beaucoup de choses. Donc avant de partir plus en détail, bien sûr, je vais me présenter de nouveau si vous ne me connaissez pas. Je suis Aurore au naturel. Je suis sur les réseaux depuis plusieurs années, sur YouTube depuis plus de 10 ans et je suis notamment connue pour avoir présenté des soins autour de la nature, du bien-être, utiliser des produits qui sont plutôt naturels, faire les choses par nous-mêmes et surtout faire attention à notre manière de consommer. Depuis quelque temps, je suis aussi accompagnatrice en hygiène de vie, au bien-être et autour de la naturopathie. Je vous propose des services autour de la naturopathie, je vous propose des consultations autour du bien-être, de la nutrition, de la micronutrition, autour aussi de la lithothérapie, ayant aussi une marque de bijoux fait en pierre semi-précieuse. Voilà, je peux vous offrir plusieurs services autour du bien-être et de la naturopathie. Voilà pour la petite présentation si vous ne me connaissez pas. Pour entrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler justement de ce qui va se passer au niveau du printemps. Quels sont les aromates, les plantes, les légumes, les fruits qui vont être de nouveau prêts à sortir des sols et à entamer leur étape de maturation jusqu'à la fin du printemps et au début de l'été. Le printemps se met doucement en place, donc il y a vraiment des étapes et on va voir les choses qui vont se faire crescendo au niveau de la nature, là où l'été, ça va être un petit peu plus rapide, où les fruits, etc. vont arriver plus vite, en masse, et il va y avoir surtout beaucoup plus de fruits et de légumes. Mais dès le mois de mars, on va avoir des légumes, des fruits. Je vais vous faire une liste vraiment non exhaustive, mais je voulais vous parler de ça car il est important de consommer les fruits et légumes de saison et surtout locaux.
Moi-même, vivant dans le 77, j'ai vraiment à côté de chez moi des fermes et il est très simple d'aller acheter directement dans les fermes. Vous avez les personnes en direct ou si ça ne vient pas de la ferme là à côté de chez vous, c'est une ferme qui est dans votre environnement à 20 km, pas plus. Donc c'est assez important de consommer ces fruits et légumes de saison et surtout proches de chez vous car ils vont être riches en vitamines, en minéraux. Ils auront poussé dans un sol à côté de chez vous que vous connaissez. Ils vont avoir poussé dans la terre pour la plupart. Ils n'auront pas subi de traitement. Les traitements assez lourds qui sont mis dans la terre ou aspergés au niveau des fruits et légumes sont souvent dus au fait qu'il va y avoir un transport. Quand une pomme doit faire des centaines voire des milliers de kilomètres, il faut en fait pouvoir tricher pour ne pas qu'elle pourrisse pendant le transport. Et c'est souvent à cause de ça qu'il y a d'énormes traitements qui sont néfastes pour la terre, qui sont néfastes pour le fruit ou le légume, mais qui sont néfastes pour vous parce que vous allez les ingérer. Donc certes, c'est des fois un peu plus contraignant et encore, moi c'est vraiment au bout de ma rue, ça va peut-être être un tout petit peu plus cher, mais l'argent que vous allez donner va directement à la personne qui a fait pousser les légumes. Et on ne va pas passer par plusieurs intermédiaires ou des grands groupes. Je ne donnerai pas de nom, mais voilà, le supermarché qui vous vient en tête prend une très grosse marge et souvent les cultivateurs n'ont pas beaucoup d'argent à la fin. Donc je ne peux que vous conseiller de consommer local et de saison. Je vous invite à aller sur internet, sur les sites par exemple de Greenpeace ou de Manger Bouger pour vous renseigner sur les fruits, les légumes, les poissons à consommer selon les mois de l'année. Personnellement, j'avais acheté des affiches sur la boutique Live and Cloud d'Enjoy Phoenix qui avait fait une collaboration avec une illustratrice et j'ai 2 tableaux fruits et légumes qui sont dans ma cuisine et je les regarde assez régulièrement, notamment pour la liste que je vais vous énoncer juste après. J'ai regardé justement ces 2 affiches, mais sinon gratuitement sur internet vous avez des PDF et vous pouvez les imprimer ou les garder sur votre téléphone par exemple, pourquoi pas en fond d'écran. C'est ce que certaines personnes font, il y en a de très jolis d'ailleurs. Donc au niveau des légumes, en avril, on va commencer à avoir par exemple les asperges, tout ce qui va être laitue, le pak choi, les oignons. Au mois de mai, on va avoir les artichauts, les carottes, les concombres, les haricots verts, les petits pois aussi pour le mois de juin, les aubergines et les poivrons, surtout les poivrons jaunes. Au mois de juin, on commence à sentir les légumes du soleil qui arrivent, hein. Aubergines et poivrons jaunes dans un cake, c'est trop bon. Je vous mettrai sûrement une recette pour illustrer, si vous ne savez pas trop comment utiliser certains fruits et légumes, je vais vous mettre quelques recettes à la fin de l'e-book et je vous en parlerai sûrement sur les réseaux sociaux. Au niveau des fruits, en avril, on va être sur la tomate, la fraise et la mangue qui vont commencer à arriver. Au mois de mai, on va avoir les cerises qui vont commencer à arriver et la rhubarbe. Et au mois de juin, on va commencer à avoir tout ce qui est abricots, pêche, pastèques. Là, c'est pareil, au mois de juin, on commence à sentir l'été. Et au niveau des plantes aromatiques, au printemps, on va commencer à avoir de la ciboulette, de la menthe, de la coriandre et du persil. Là, vous avez de quoi faire déjà pas mal de choses, que ce soit en cru, en froid ou même, comme je vous disais, un cake avec de l'aubergine, du poivron, un peu de coriandre, un peu de persil. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Des cakes un petit peu soleil, où vous allez pouvoir manger après une salade avec un accompagnement. C'est assez simple à faire, vous pouvez le manger chaud ou froid et l'emmener avec vous par exemple en pique-nique. Ensuite, quand on parle de printemps, souvent on va penser à allergies. Les premières allergies saisonnières vont pointer le bout de leur nez au niveau du printemps, mais je voulais aller un peu plus loin et vous expliquer physiologiquement qu'est-ce qui se passe quand on a une allergie, comment ça se déclenche et comment réussir à accompagner vos allergies grâce à la naturopathie. Donc en fait, une allergie, c'est une réponse physiologique qui est exagérée. Votre système immunitaire va délibérément
réagir de manière surdimensionnée face à un agent extérieur, donc l'allergène, qui va pouvoir être un aliment par exemple, du pollen. Moi j'ai surtout envie de vous parler de ça parce que c'est ce qui concerne l'e-book là, dédié au thème du printemps, ça va plutôt être au niveau du pollen et des pollens. Les allergies saisonnières, elles peuvent être presque souvent c'est bénin et gênant, mais il y a aussi des cas assez graves, des formes beaucoup plus sévères, des allergies qui peuvent devenir dangereuses, voire mortelles. J'ai pas forcément de chiffres à vous donner, mais il y a malheureusement des cas mortels d'allergie, surtout si c'est pas traité de manière préventive ou si on ne se rend pas compte que ça peut vite être grave et atteindre par exemple les poumons ou faire gonfler la langue et du coup avoir des détresses respiratoires. Donc une allergie, ça va naître en 2 étapes. Notre organisme en fait va être en contact avec la substance allergène une première fois. Cette fois-là, il ne va rien se passer de manière concrète et externe. Ça va vraiment être, vous ne vous rendez pas compte. Vous mangez l'aliment, vous êtes en contact avec telle fleur ou tel pollen et il ne se passe rien. Cependant, dans votre corps, en interne, l'organisme va commencer à réagir et à fabriquer des anticorps spécifiques appelés IgE qui, eux, en fait, vont être vraiment spécifiques à l'allergène en question. Ça va se fixer sur des récepteurs de cellules qui sont en contact avec le milieu extérieur. Et ces cellules, en fait, contiennent de l'histamine. Et l'histamine, c'est une molécule qui est inflammatoire et qui est vraiment prépondérante dans une allergie. Et là, en fait, on va passer à l'étape 2, qui va être beaucoup moins fun, lorsque l'allergène va être de nouveau en contact avec votre organisme. Donc l'aliment, vous l'ingérez une deuxième fois ou vous êtes en contact une deuxième fois avec tel pollen ou telle fleur. Cet allergène va rencontrer donc les IgE, donc les anticorps spécifiques qui sont fixés sur vos récepteurs, où se trouve l'histamine. Et là, en fait, il va y avoir une libération, mais massive, de l'histamine, donc cette molécule inflammatoire. Et là, on va déclencher la réaction allergique qui va être plus ou moins sévère. Donc ça va être tousser, avoir les yeux qui piquent, la gorge qui pique, se gratter, ou alors commencer à faire un œdème et avoir une détresse respiratoire, ou se sentir très mal, vomir, ou en fait il y a différentes réactions. Mais là, à partir de ce moment-là, vous êtes sûr d'être allergique et il va falloir du coup traiter cette allergie, soit en se désensibilisant, soit il y a différentes techniques pour traiter les allergies, mais il est possible que ce soit réversible. On peut se désensibiliser. En fait, en se désensibilisant, on va être en contact de manière vraiment subtile avec l'allergène de manière régulière. Par exemple, ma sœur jumelle est allergique aux poils de chat ou notamment à la protéine dans la salive des chats. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu un programme qui a duré 1 an, voire 1 an et demi, ça peut aller jusqu'à 2 ans, voire plus. Elle avait un petit spray à se sprayer sous la langue. Et en fait, dans ce spray, il y avait cette protéine dont elle est allergique. Donc on met en contact le corps, mais avec des concentrations très faibles pour que ce ne soit pas dangereux. Mais comme ça, votre corps va s'acclimater et se désensibiliser à tel ou tel allergène. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les intestins et les allergies sont très liés. Les intestins abritent une très grande partie du système immunitaire, ce qui peut déterminer du coup la qualité de votre microbiote et la perméabilité intestinale. Et en fait, quand vous avez des intestins très perméables, il y a énormément de passage de toxines dans votre organisme. Ça veut dire vraiment que vous avez une perméabilité trop importante et que vous laissez passer beaucoup trop de toxines à travers vos intestins, ce qui va engendrer du coup un terrain inflammatoire majeur et par conséquent être beaucoup plus sensible à des allergènes. Et souvent, les personnes qui ont énormément d'allergies, si on se penche sur la qualité du microbiote et la perméabilité des intestins, il y a fort à parier qu'il y a une défaillance. Donc, il faut faire attention à cela.
pour du coup venir en aide à votre organisme et à vos intestins, je vous préconise d'éviter vraiment tout ce qui est antibiotiques, ce qui va pouvoir en fait altérer le microbiote et la qualité du microbiote de vos intestins. Je vous conseille aussi de suivre 2 fois par an des cures de probiotiques et de manger régulièrement des aliments fermentés, comme je vous avais déjà dit, le kombucha, la choucroute, le kéfir, tout ce qui est thé fermenté. C'est très important parce que du coup ça va repeupler et ça va garder une bonne qualité du microbiote de vos intestins. Les allergènes, du coup, peuvent être de diverses origines, comme les pollens d'arbres, comme je vous ai dit, bouleaux, graminées, donc les arbustes, mais aussi les plantes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand vous vivez dans une ville ou quand vous vivez dans un endroit pollué, un environnement pollué, les allergènes vont être encore plus agressifs. Les pollens, en fait, vont être recouverts de ces molécules polluantes, comme les COV, tout ce qui va être autour des gaz à effet de serre, mais tout ce qui va être polluant au niveau des gaz des voitures, des entreprises. En fait, ces polluants, ces molécules vont se fixer au pollen et ça va rendre encore plus agressif le pollen et ça va encore plus abîmer vos muqueuses. Et les 3/4 des gens ont des réactions allergiques encore plus virulentes quand ils vivent dans des grandes villes. Donc il faut vraiment faire attention à ça. J'ai appris qu'il existait un site internet qui s'appelle pollen.fr où vous pouvez en fait aller jeter un coup d'œil tous les jours sur quelle est la qualité de l'air de votre ville ou de votre région et où on en est au niveau des pollens. Ça va vraiment être découpé au niveau de différentes sortes de pollen. Et si vous avez été voir l'allergologue et que vous avez fait votre batterie de test, vous êtes capable de savoir tel nom de pollen est plus agressif pour vous. Et en fait, sur pollen.fr, vous pouvez voir le détail des pollens et où on en est. Il y a une jauge en fait verte, orange, rouge. Donc si vous voyez que par exemple vous êtes allergique au cyprès et que vous voyez la ligne cyprès en rouge, vous êtes sûr qu'en fait il faut vraiment vous protéger ou alors prendre votre traitement et aussi pourquoi pas mettre un masque FFP2 qui pourra filtrer aussi les pollens. Donc ça c'est le petit tips que je vous donne en plus. Mais c'est assez important. Moi, je ne souffre pas d'allergie au niveau des pollens, etc. Mais je sais à quel point ça peut être contraignant. Et quand je vais dans une ville assez polluée, je le sens en fait. On sent quand même que ça pique au niveau du nez ou que ça brûle parce que la qualité de l'air est assez agressive. Donc je ne peux que compatir et vous donner du coup ce genre de petits tips pour que vous puissiez vous balader sans être agressé. Je sais qu'en Chine, quand vous vous baladez dans les rues, il y a des panneaux avec la qualité de l'air. Je l'ai déjà vu dans des grandes villes comme Nancy, mais en Chine, ça a l'air d'être encore plus probant parce que la qualité de l'air et la pollution est très intense. C'est pire qu'à Paris, en fait, pour vous dire. Je vous recommande aussi vivement de faire des nettoyages de nez plusieurs fois par jour si vous êtes dans des périodes où il y a énormément de pollen et que vous avez envie justement d'être dans la prévention. Donc nettoyez-vous le nez soit avec de l'eau physiologique ou avec de l'eau de mer. Personnellement, j'apprécie beaucoup Stérimar pour sa simplicité d'utilisation. Vous avez un flacon avec un pchit et vous faites une pulvérisation dans chaque narine pour bien nettoyer le nez. Je vous conseille de faire ça assez régulièrement si vous êtes sensible au pollen. Et il y a aussi des gestes simples comme aérer la maison tôt le matin. Ça peut vous aider à renouveler l'air dans les habitats avant même qu'il y ait de la pollution, etc., des voitures qui passent. Tôt le matin, c'est assez intéressant. Je vous conseille de laver vos vêtements plus régulièrement parce que les pollens vont s'accrocher aux fibres. Et je vous déconseille de faire comme beaucoup de personnes font quand il fait beau l'été. Ne séchez pas votre linge en extérieur si vous êtes allergique au pollen. Parce que les pollens vont s'accrocher à vos vêtements propres et se répandre aussi dans tout le dressing quand vous allez ranger vos vêtements. Surtout quand il y a des périodes assez venteuses ou quand il y a beaucoup de pollen, quand on voit les motons de
de coton, là, des pollens des peupliers, si je dis pas de bêtises, ou du cyprès qui se balade dans l'air. Si vous êtes allergique au pollen, ne mettez pas vos t-shirts à sécher dehors, ça va être pire que mieux et vous allez regretter. Ce que je vous conseille aussi, c'est d'assainir les pièces grâce à de la diffusion d'huile essentielle, comme par exemple tea tree, ravinsara ou eucalyptus. Ça va apporter un plus à la qualité de l'air dans la maison et en fait, ça va assainir l'air dans votre maison. Vous prenez votre diffuseur humide, vous mettez 3 gouttes de chaque, tea tree, ravinsara, eucalyptus, vous remplissez le bac d'eau jusqu'en haut. Et en fait, vous allez faire pendant 20 minutes, 30 minutes, pas plus, de la diffusion. Vous le faites une fois ou 2 fois dans la journée, mais pas plus que ça. Et ça va assainir la qualité de votre air. En phytothérapie et en aromathérapie, on peut aussi aider les personnes allergiques. Par exemple, pour tout ce qui est allergie au pollen, je vous préconise l'estragon. L'huile essentielle d'estragon en fait va posséder des propriétés antispasmodiques, donc ça va vous aider quand vous avez de la toux, mais aussi antihistaminique. Elle peut être assez efficace contre l'asthme allergique. Vous allez mélanger 5 gouttes d'huile essentielle dans 10 ml de macérat de calophylle. Vous allez masser en fait au niveau du plexus solaire, au niveau des sinus et du haut du dos. Le plexus solaire, c'est au-dessus de la poitrine. C'est aussi efficace contre les allergies saisonnières. Donc vous allez pouvoir mélanger 2 gouttes d'huile essentielle d'estragon, soit dans une cuillère à café de miel, ou si vous n'aimez pas le miel, vous pouvez aussi acheter des comprimés neutres. En fait, ce sont des petits comprimés vraiment neutres, soit avec de l'argile, ou soit avec d'autres produits, mais qui sont inoffensifs. Vous allez poser les 2 gouttes sur le petit comprimé et vous allez le prendre. Vous pouvez faire une cure de 3 semaines avant les pics d'allergie. Donc si vous vous connaissez bien et que vous savez quand est-ce qu'il y a des pics d'allergie, quand est-ce que vous allez commencer à être pas bien, 3 semaines avant, vous faites votre petite cure et ça va nettement diminuer les réactions. Il est aussi possible de respirer directement le flacon d'huile essentielle plusieurs fois par jour ou par diffusion humide, comme je vous disais, pendant les périodes de crise. Donc vous pouvez vous balader avec votre petit flacon d'huile essentielle et le respirer quand vous sentez que ça pique, que vous commencez à moucher, à avoir les yeux qui pleurent, etc. Le thym à tujanol aussi est très intéressant pour décongestionner les voies respiratoires. En fait, il va protéger contre les allergies en décongestionnant et en protégeant du coup les voies respiratoires. C'est une huile essentielle qui est riche en actifs anti-inflammatoires. On peut mélanger 2 gouttes dans 10 ml d'une huile végétale et on applique et on masse sur la gorge. Il est aussi possible de la diffuser avec l'huile essentielle de tea tree. On peut mélanger aussi l'huile essentielle de ravinsara avec l'huile essentielle de thym à tujanol et l'appliquer et masser au niveau du haut de la poitrine, du dos. Ça va vraiment aider à ouvrir les voies respiratoires. Ensuite, on va avoir l'ortie piquante qui va vraiment être l'huile essentielle anti-nez qui coule. Donc si vous en avez marre de vous moucher inlassablement, moi j'ai le souvenir de ma grande sœur ou même de ma belle-maman qui ne fait que d'éternuer et de se moucher toute la journée et elle galère la pauvre, du coup quand elle cuisine, elle se met 2 bouts de mouchoir dans le nez. D'ailleurs, il faudrait que je lui donne cette astuce. L'ortie piquante en fait va pousser au moment du printemps. Donc ça donne aussi un petit signe sur si ça pousse au niveau du printemps, peut-être qu'au moment du printemps, peut-être qu'on peut l'utiliser à ce moment-là. Elle est à consommer en fait avant que les premiers signes d'allergie n'apparaissent. Donc en fait, l'ortie piquante, elle peut être bue de manière régulière pendant 4 à 6 semaines avant les signes habituels d'allergie. Il est plus pratique en fait, je vous préconise de faire une grande quantité d'infusion. Comme ça, vous allez pouvoir la consommer pendant 3 ou 4 jours plutôt que de refaire votre infusion tous les jours. Vous prenez 30 grammes d'ortie piquante, soit vous allez la chercher en forêt. Si vous savez la reconnaître et que vous êtes sûr de vous, vous pouvez la cueillir avec des gants parce que ça pique, n'oubliez pas. On s'est tous un jour vautrés en vélo dans des orties et on se souvient que ça nous piquait, que ça nous grattait. Soit vous pouvez directement l'acheter dans votre rayon herboristerie, dans les magasins bio ou même dans les grandes surfaces. Vous prenez votre sachet d'ortie piquante, vous mettez 30 grammes dans 1 litre d'eau. Vous allez faire bouillir l'eau. Vous allez bien recouvrir les feuilles d'eau chaude.
Vous allez laisser reposer pendant 7 à 8 heures, donc une nuit, et vous allez filtrer le lendemain. Et en fait, vous allez pouvoir du coup boire régulièrement dans la journée. Je vous conseille de boire 3-4 verres, on va dire, par jour, et jusqu'à 4 à 6 semaines avant vos pics d'allergie. Ça peut être aussi disponible en magasin de la teinture mère d'ortie piquante. Donc la teinture mère, en fait, c'est un concentré de l'ortie piquante. C'est pas de l'huile essentielle, mais c'est pas non plus juste de l'infusion, c'est un peu plus concentré et vous pouvez du coup mettre 20 gouttes d'ortie piquante dans 1 litre d'eau ou dans du jus de fruits et le boire de manière régulière, idem 4 à 6 semaines avant le pic d'allergie. Ensuite, on a la camomille allemande qui est anti-inflammatoire et anti-histaminique. Elle peut être utile en fait pour les allergies cutanées notamment. On peut mélanger 5 gouttes d'huile essentielle dans 10 ml d'huile végétale de calendula et appliquer ce mélange sur la zone à traiter. Lors des allergies saisonnières, on peut mélanger 2 gouttes d'huile essentielle de camomille allemande dans 10 ml d'huile végétale d'amande douce et appliquer et masser sur le thorax et le haut du dos. On peut également la diffuser avec de l'eucalyptus radié, 3 gouttes de chaque huile essentielle dans le contenant du diffuseur, on remplit d'eau et on va faire des petites sessions de diffusion humide 3 fois 10 minutes par jour, pas plus. Je peux aussi vous conseiller plusieurs compléments alimentaires. En fait, ça va être des compléments alimentaires surtout pour aider à baisser le terrain inflammatoire de l'organisme. C'est ce que je vous disais en fait, quand on est en allergie, on a du coup un terrain inflammatoire qui est plus important. Donc ce que je peux vous conseiller, en fait, ce sont des compléments alimentaires, mais aussi certains aliments qui sont un réel appui pour diminuer le terrain inflammatoire. Le premier complément alimentaire, de toute façon, je vous le préconise presque à chaque fois. Presque toutes mes accompagnées, je leur demande si elles mangent assez d'oméga 3, notamment du coup assez de poissons. Il est nécessaire d'avoir un bon taux d'oméga 3 dans le corps, que ce soit pour le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement du cœur, pour la qualité de la peau, la qualité des ligaments. Les oméga 3 sont très importants. Donc, je vous conseille de vous complémenter en oméga 3 si vous ne mangez pas assez de poissons, comme par exemple c'est mon cas, mais aussi de compléter vos assiettes avec des aliments riches en quercétine, comme l'ail, oignon, poivron jaune, brocoli. La quercétine, en fait, est un antioxydant naturel associé à la vitamine C. Elle permet vraiment de booster le système immunitaire et les défenses naturelles. Elle inhibe aussi la production de cytokines, qui sont des molécules responsables de l'inflammation, donc notamment lors d'épisodes allergiques. La vitamine C, je pense que vous le savez, mais je vous le redis, on le retrouve notamment dans le citron. En gémothérapie, le bourgeon de cassis va être aussi intéressant car il va mimer les effets de la cortisone. Donc, il va permettre d'inhiber l'état inflammatoire de votre organisme lors d'un pic d'allergie. Moi, je trouve ça quand même fascinant que dans des plantes, dans des fleurs, dans des racines, on arrive à avoir des molécules qui sont aussi fortes que ce qu'on peut retrouver dans des médicaments classiques qui sont quand même classés en tant que drogue. Donc je trouve ça quand même magique d'avoir tout dans notre nature et de les utiliser. Moi, je préfère utiliser un bourgeon de cassis et de la gémothérapie plutôt que d'aller récupérer un médicament avec de la cortisone pure qui est néfaste pour votre santé en fait. Et en phytothérapie, le plantain est une plante possédant des propriétés très efficaces contre les allergies. Elle inhibe en fait la production de l'histamine et confère des vertus antispasmodiques, donc anti-toux. Et enfin, la vitamine D qui est primordiale. Elle va être produite naturellement par votre corps lorsque vous êtes exposé au soleil, mais aussi on peut se complémenter sous forme de gélules. La vitamine D va permettre de renforcer l'immunité et stimuler en fait les molécules de votre organisme qui ont pour rôle d'attaquer les éléments pathogènes qui rentrent dans votre corps. Donc ce sont notamment les macrophages par exemple, qui sont les petits soldats en première ligne. Dès qu'il y a un pathogène qui rentre, c'est en fait ce sont les macrophages qui viennent les défoncer quoi.
Et ensuite, j'avais envie de vous parler très brièvement de petites astuces et de remèdes contre les piqûres d'insectes, parce que qui dit printemps dit insectes qui, pareil, ressortent de leur hibernation. Je ne pense pas que les insectes hibernent, mais on voit quand même beaucoup moins d'insectes pendant l'hiver quand il fait -2 ou -3 degrés. Et quand les beaux jours reviennent, les insectes ressortent et on peut se faire piquer par des moustiques, des abeilles, toutes sortes de petites bestioles. J'ai le souvenir de m'être fait piquer par des frelons asiatiques en randonnée dans les Cévennes. C'était exceptionnel. Si j'avais eu de l'huile essentielle de lavande aspic ou de menthe des champs, comme je vais vous expliquer juste après, j'aurais très apprécié. Ils m'ont défoncé. Alors la lavande aspic est une huile essentielle qui désinfecte les piqûres, mais qui est aussi antitoxique et anti-infectieuse. Donc ça va vraiment permettre de neutraliser le venin et limiter l'apparition des rougeurs et des boursouflures. Vous pouvez la poser directement, une petite goutte sur la piqûre, il n'y a pas de problème. Au niveau de la menthe des champs aussi, ça va contenir une teneur en menthol très importante, ce qui va aider vraiment à soulager la piqûre. Cette teneur en menthol, en fait, ça va conférer un effet froid instantané et ça va apaiser la douleur et réduire efficacement la sensation de démangeaison, ce qui peut en fait engendrer encore plus de soucis quand vous grattez. Donc pareil, une petite goutte appliquée sur votre piqûre et il va vraiment y avoir cet effet qui se coule instantané qui va vous faire du bien. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'avais envie de vous parler du printemps et des astuces que je pouvais vous donner par rapport à la naturopathie, que ce soit au niveau des allergies. J'aurais pu dire encore plus de choses, mais je voulais vraiment vous faire un condensé. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, vous allez le retrouver dans un e-book que vous allez pouvoir retrouver sur mon site auroreaunaturel.fr dans la session e-book. Vous allez pouvoir retrouver sous format PDF toutes les informations que je vous ai données et notamment il y aura 2 recettes en plus. Guettez aussi mon Instagram Aurore au Naturel car je fais des posts pour essayer de vous sortir les informations les plus importantes sous format post écrit que vous pouvez enregistrer. Comme ça vous fait un petit post-it si vous avez envie de garder en tête telle ou telle huile essentielle ou telle plante. Donc c'est sur mon Instagram auroreaunaturel.fr et ça devrait ne pas tarder dans les jours à suivre. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast vous aura intéressé. Je vous souhaite une belle journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous allez écouter ce podcast. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.